L'univers cinématographique Marvel est un univers rempli de secrets et de mystères et c'est pour ça qu'on l'adore. Même après des centaines de vidéos sur la chaîne, on trouve toujours des nouveaux éléments et des nouveaux indices. Depuis quelques semaines, on nous tease de plus en plus avec l'arrivée prochaine d'Avengers Doomsday, et cela fait des semaines que je revois tous les films du MCU avec une seule idée en tête, retrouver des preuves que Victor Von Doom, Docteur Doom, était là depuis le début. Et pour être honnête, il y en a absolument partout. Et une preuve en particulier, une qui pourrait indiquer qu'on a déjà vu Doom il y a plus de 10 ans, sans armure, sans masque, sans nom aussi, et qu'on l'a tous regardé en pensant que c'était Tony Stark. Parce qu'il existe une scène dans le MCU que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, mais que presque personne n'a jamais vraiment interrogé, à la lumière, bien sûr, des nouveaux éléments qui arrivent au fur et à mesure. Une scène courte, silencieuse et glaçante. Aujourd'hui, je vais te proposer une lecture différente, une lecture plausible, ancrée dans le MCU et surtout cohérente avec ce que Marvel Studios est en train de construire autour du multivers et de Docteur Doom. Attention évidemment, cette vidéo va parler de scènes clés, de l'ère d'Ultron de Tony Stark, de Wanda Maximoff et de ce que Marvel Studios pourrait transformer rétroactivement en fondation narrative majeure. Attention, spoiler alert. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer une scène d'Avengers l'ère d'Ultron que tu pensais connaître par cœur et lui donner un tout autre sens. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Revenons donc à cette scène. Dans l'ère d'Ultron, Wanda est une antagoniste auprès d'Ultron avant de se rallier, vous le savez, aux Avengers. Lors de la scène d'ouverture du film, où les Avengers attaquent le complexe du Baron Strucker, Tony découvre une porte secrète et descend dans un sous-sol caché dans lequel il cache ses expériences et manipulations de technologie récupérées lors de la bataille de New York. Vous connaissez la suite, Wanda arrive derrière lui. Elle n'est pas encore la sorcière écarlate que nous connaissons aujourd'hui. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Elle est instable, brisée et en colère contre Stark, qui a fait basculer sa vie juste ici quand elle était petite. Et surtout, elle ne maîtrise absolument pas ce qu'elle fait. Quand elle ensorcelle Tony juste ici, il ne voit pas Ultron, il ne voit pas une invasion abstraite, il voit les Avengers, ses amis, morts. Il voit Thor, Steve, Natasha, Bruce, bref, tous étendus au sol. Il voit un ciel rempli d'aliens, il voit une Terre qui a perdu et ce détail est fondamental. Tony n'est pas attaqué, il n'est pas torturé, il est laissé vivant, seul, conscient, comme s'il devait porter le poids de cet échec sur ses épaules jusqu'au bout. Dans l'ère d'Ultron, Wanda utilise ses pouvoirs sur plusieurs Avengers dans cette scène, et pourtant, aucune autre vision ne ressemble à celle de Tony. Thor est manipulé de manière symbolique, Steve revit un regret personnel, Natasha replonge dans un trauma passé, bref, Tony, lui, voit un monde détruit, un futur figé, une conséquence. Et surtout, cette vision ne disparaît jamais vraiment. De Tony, elle devient le moteur de toutes ses décisions suivantes. Il y a un point fondamental qu'on a trop souvent simplifié avec le temps et qui mérite d'être remis exactement à sa place. Faisons-le maintenant. À ce moment précis, du MCU, Wanda Maximoff tire ses pouvoirs de la pierre de l'esprit. En tout cas, ses pouvoirs se sont manifestés et la pierre les a amplifiés. La pierre de l'esprit ne crée pas des illusions au sens classique. Elle ne projette pas de simples images, elle agit sur la conscience, la perception et surtout sur la compréhension. Wanda ne montre pas ce qu'elle invente, elle amplifie ce qui est déjà là. Je pense que la pierre de l'esprit ne fonctionne pas comme un projecteur de cauchemar, elle agit comme un révélateur. Elle plonge un individu, ici Tony, dans ce qu'il comprend déjà, mais refuse encore d'accepter consciemment. Elle force une confrontation directe avec une vérité intérieure. Chez Tony, cette vérité est simple, mais terrifiante. Il sait que s'il échoue une seule fois, le monde est condamné. Son monde. La vision n'est donc pas une peur abstraite, c'est une conclusion logique mise en image. Mais attention, ce que Tony voit, c'est une version complète, structurée et cohérente d'un monde où il a survécu, lui, à l'échec. Et cette précision, je pense, change absolument tout. Car si Wanda se contentait de manipuler l'esprit de Tony, la vision serait chaotique, déformée, symbolique, un peu comme la vision que Mysterio donne à Spider-Man. Or, ce n'est pas le cas. Tout est clair, posé, tout est figé, les Avengers sont morts, Tony est vivant. La pierre de l'esprit ne crée donc pas un futur, elle fait émerger une profonde compréhension. Et ce que Tony comprend à ce moment-là, c'est exactement ça. Dans certaines circonstances, il est le seul survivant, mais aussi le seul responsable. Et si la vision ne montrait pas ce que Tony craint, mais ce que Tony deviendrait s'il allait jusqu'au bout de sa logique? La pierre de l'esprit n'a pas besoin de lui montrer une autre réalité pour que cela fonctionne.
il suffit qu'elle pousse sa pensée à son terme ultime. Et ce terme, Tony Stark le connaît déjà. Un monde sans Avengers, un monde sans contre-pouvoir, un monde où la protection devient une obligation, pas un choix. You could have saved us. Why didn't you do more? À notre connaissance, dans le MCU, il n'existe pas d'esprit collectif permanent partagé par tous les variants d'un personnage. On va rentrer dans une partie un tout petit peu compliquée, on va essayer d'être le plus clair possible. On aurait pu dire que la vision de Tony est ce qui a été vu ou vécu par un autre Tony qui devient Doom. Ça aurait été facile, mais non. Et là, j'entends les plus sceptiques d'entre vous, et vous avez raison, dire « oui, mais on veut des preuves ». Proven. En fait, en faisant des recherches, il existe plusieurs mécanismes canons au MCU qui prouvent qu'une conscience peut raisonner avec ses variants, que des souvenirs ou émotions peuvent fuir entre réalités, que certaines entités ou individus dans le MCU ont une conscience multiverselle partielle. Vous voulez des preuves? Ça tombe bien, j'en ai plein, les voici. Première preuve, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce n'est pas une interprétation. Il est dit explicitement à l'écran que les rêves sont des fenêtres vers nos vies variantes. Dreams are windows into the lives of our multiversal selves. Voici ce que ça établit officiellement. Quand un personnage rêve dans le MCU, il observe une autre version de lui-même. Il ne crée pas une illusion, il ne fantasme pas, il capte une réalité parallèle. C'est une connexion passive entre consciences de variants. Deuxième preuve, toujours dans Multiverse of Madness, Strange et Wanda utilisent le Dreamwalking. Ce mécanisme montre qu'une conscience peut habiter le corps de son variant d'un autre univers sans que le corps ne puisse résister, tout en conservant intention, mémoire et volonté. Ici, il ne s'agit plus d'écho ou de résonance, c'est comme une superposition de conscience multiverselle. Ça confirme plusieurs choses. Les variants sont suffisamment proches mentalement pour que la possession soit possible. La conscience est transférable, le lien existe déjà, le rituel ne fait que l'exploiter. Donc l'idée d'une porosité mentale entre variants est 100% valide et canon. Troisième preuve, dans Loki, on voit quelque chose de très subtil mais de fondamental je pense. Les Loki, et on en voit beaucoup, ne partagent pas leurs souvenirs, ne viennent pas des mêmes événements, n'ont pas le même vécu et pourtant ils se comprennent instantanément, ils reconnaissent leurs failles chez les autres, ils anticipent même les réactions des autres Loki. On a pu le voir avec Sylvie et Loki lui-même. Marvel Studios introduit ici la notion d'empreinte existentielle. Autrement dit, les variants ne partagent pas leur mémoire, mais ils partagent une architecture mentale de base. Encore une fois, c'est une forme de résonance psychologique. I really don't know how to say this. Peter. I want you to know that You know. It's what we do. Quatrième preuve, ah bah vous en vouliez des preuves? Wanda entend ses enfants avant de comprendre d'où viennent ces voix. Ce que Marvel montre ici, c'est qu'elle ressent un lien émotionnel venant d'un autre univers, qu'elle n'a pas encore identifié la réalité source, et que l'émotion précède l'information. Ici, c'est un exemple très clair d'une sorte de fuite émotionnelle multiverselle. Les souvenirs ne sont pas transférés, mais le désir, le manque, l'attachement le sont. Cinquième preuve, l'inverse confirme la règle. America Chavez affirme qu'elle ne rêve jamais, qu'elle n'a pas de variant, et ce détail est crucial parce que Marvel nous dit ici indirectement que le rêve est le symptôme d'un lien multiversel. Si t'as pas de variant, tu rêves pas. Si tu rêves, c'est qu'il existe une autre version de toi quelque part. Donc, le rêve est une preuve de connexion. Après toutes ces preuves, on peut établir plutôt clairement que les consciences peuvent résonner entre variants. Les émotions peuvent traverser les réalités, certaines entités ont une perception multiverselle partielle, le rêve est une connexion passive canon, et que la possession multiverselle est officiellement possible. Donc non, la théorie Tony Doom, via la vision de l'ère d'Ultron, n'est pas tirée par les cheveux, elle est parfaitement compatible avec les règles que Marvel Studios a établies. Donc, première théorie extrêmement plausible, Wanda n'a pas montré une autre réalité, elle a forcé Tony à visualiser la conséquence finale de sa propre vision du monde. Tony Stark est convaincu que l'humanité ne peut pas se protéger seule, que la liberté est dangereuse, que le chaos doit être contrôlé. La vision n'est donc pas une projection extérieure, c'est une radicalisation interne accélérée, la pierre de l'esprit agit comme un catalyseur. Elle enlève les filtres, elle enlève l'hésitation, et ce qu'elle révèle, c'est un Tony Stark prêt à tout, et qu'il l'a déjà fait ailleurs s'il l'a laissé seul. Deuxième théorie, ce qui est fascinant, c'est que cette vision n'engendre pas la folie, elle engendre une décision, et une série de décisions. À partir de ce moment-là, Tony ne cherche plus à être un héros, il cherche à empêcher ce monde qu'il a connu
et qui doit exister ailleurs, d'exister coûte que coûte. Ultron, les accords de Sokovie, la surveillance globale, tout découle de cette scène. Et c'est exactement là que la frontière entre Iron Man et Dr. Doom devient dangereusement mince. Parce que Dr. Doom n'est pas un fou, c'est un homme convaincu que sa logique est supérieure à celle du monde. Troisième théorie, Doom est une conséquence, pas un variant. Et si Dr. Doom n'était pas un variant venu d'un autre univers, mais une trajectoire naturelle possible, crédible, d'un Tony Stark. Un Tony Stark sans garde-fou, sans Steve Rogers, sans limite morale, sans regard extérieur pour lui dire stop. La vision de l'ère d'Ultron serait alors le point zéro, le moment exact où Marvel Studios nous montre ce que Tony pourrait devenir sans jamais encore le nommer, ce que Tony est déjà devenu dans un autre univers. Aujourd'hui, le MCU parle de conséquences, de variants idéologiques, de héros qui basculent non pas par haine, mais par conviction. Revenir à cette scène, ce serait reconnaître que le plus grand danger du MCU n'est pas une invasion, mais un génie convaincu d'avoir raison. Et Dr. Doom, dans cette lecture, n'est pas l'opposé de Tony Stark, il en est la version aboutie d'un autre univers. Donc cette vision, dans l'ère d'Ultron, c'était pas un cauchemar artificiel, c'était je pense une confrontation de ce qu'un autre Tony devenu Doom a un jour vécu ou ressenti, une confrontation avec ce qu'il est capable de devenir, avec ce qu'il a déjà ressenti et avec ce qu'il deviendrait s'il survivait à tout le monde après un terrible échec, comme ça semble être le cas pour Avengers Doomsday. Et si Dr. Doom est aujourd'hui au cœur du futur du MCU, alors cette scène n'était pas un accident, c'était je pense un avertissement. À vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que vous pensez que Dr. Doom est une menace extérieure venue d'un autre univers, ou est-ce que c'est tout simplement la conséquence logique d'un Tony Stark laissé sans limite, sans contre-pouvoir, sans amis, sans Pepper pour lui dire stop, et surtout, est-ce que vous pensez que Marvel Studios avait déjà, dès l'ère d'Ultron, planté cette graine-là, sans forcément savoir encore à quoi Dr. Doom allait ressembler? Faites-le moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.